Bien, bonjour. Donc dans ce cours, on va étudier l'équation de Laplace et on va la résoudre par transformation de Fourier, dans la suite logique de tout ce qu'on a fait ces derniers temps, sur ces derniers cours, disons. Et pour ça, on va étudier deux problèmes. On va commencer par le demi-plan. Donc ce qu'on veut écrire, c'est Laplacien de u égale à 0, c'est-à-dire d de u sur dx2 plus d de u sur dy2 égale 0, d'une part, avec une condition limite. Vu qu'on est sur un demi-plan pour lequel x va de moins l'infini à l'infini et y va de 0 à l'infini, il nous faut une condition en y égale 0, c'est-à-dire qu'on impose que u de x est de 0 soit égal à une fonction f de x. Et on impose aussi que u soit borné à l'infini. Okay. Donc ça, c'est le problème auquel on s'attaque. Vu que l'espace est infini, de moins l'infini à l'infini suivant x, on va prendre la transformée de Fourier suivant x. Et donc ça va nous faire que, comme d'habitude, la transformée de Fourier de u de oméga et de y est égal à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de u fois exponentielle i oméga x dx. Donc ici c'est oméga x parce qu'on prend la transformée suivant x. Et de la même façon, la transformée de Fourier de f, c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x exponentielle i oméga x dx. Ok, on a effectué nos deux transformations. À partir de là, comme d'habitude, on va en tirer une équation différentielle ordinaire en partant de l'équation de dérivée partielle. C'est-à-dire que le terme d de u sur dy2 va rester la même chose, ça devient un d droit parce qu'on va avoir une équation différentielle, du coup, maintenant, ordinaire, à la place de l'équation de dérivée partielle, et le terme d de u sur dx2 devient moins oméga carré transformé de u. Et du coup, cette équation aux dérivées partielles devient d de u sur dy2 moins oméga de u égale 0, pour les y positifs. Okay. Parallèlement, on transforme aussi la condition initiale, donc ça veut dire que transformée de u de oméga en y égale 0 doit être égal à la transformée de Fourier de f. Okay, très bien. Les solutions de cette équation différentielle posent aucun problème. Ça va être une solution générale de la forme a de oméga exponentielle oméga y plus b de oméga exponentielle moins oméga y. Vous pouvez facilement, voilà. Si on prend l'équation caractéristique, elle est de R2 moins oméga 2, elle se factorise en R moins oméga fois R plus oméga. Donc nos racines, c'est plus oméga moins oméga qu'on met dans les exponentielles. Voilà, donc ça pose vraiment pas de problème particulier. Ce qu'on a juste, c'est que u doit être borné à l'infini. Et donc la solution plus n'est pas retenable. On doit avoir que des valeurs positives négatives de l'argument là-dedans. Et donc pour être borné à l'infini, comme oméga peut être positif ou négatif, la solution va être de la forme c de oméga, donc une constante à déterminer, fois exponentielle moins valeur absolue de oméga y. Et ça, ce sera bien borné, quelle que soit la valeur de oméga. Ça va aller vers 0 à l'infini. Ok, maintenant il faut qu'on détermine c de oméga. Pour ça, comme d'habitude, on prend la condition limite, qui est ici. Donc en y égale 0, on doit trouver u égale à, transformée de u doit être égale à transformée de f. Et donc en y égale 0, exponentielle est égale à 1. Et donc ça nous fait transformée de u égale c de oméga égale transformée de f. Et donc ce qu'on voit simplement, c'est que en y égale 0, ça nous donne que c de oméga doit être égal à transformée de f. Et donc au total, la transformée de u, solution, c'est la transformée de f fois exponentielle moins valeur absolue d'oméga y. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre la transformée inverse pour revenir dans le monde des x et des y, à savoir qu'on va pouvoir écrire que u de x et de y va être égal à la transformée de Fourier inverse de u de oméga et de y. Bon, on écrit la relation intégrale correspondante, c'est-à-dire que c'est égal à l'intégrale de moins à l'infini de transformée de f fois exponentielle moins valeur absolue d'oméga y fois exponentielle moins i oméga x d oméga, et ici c'est bien la transformée de Fourier inverse suivant x, comme on l'avait prise ici. Voilà. Et maintenant, la première étape, ça va consister à remplacer f chapeau par son expression. Donc on écrit que ça, c'est égal à la transformée de Fourier de f, qu'on a ici, donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini. Alors ici, on va introduire une variable muette qu'on va appeler s, voilà, juste pour pas confondre ce x-là avec les x qui sont là. Il faut bien faire attention à ne pas se gourer juste à ce niveau-là. Donc ça fait du f de s exponentielle i oméga s ds. D'accord. Et le 1 sur 2pi qui est là, on peut le faire sortir de l'intégration. C'est une constante. Une fois qu'on a fait ça, après, on va intervertir les ordres d'intégration, en faisant l'hypothèse que tout va bien, on est en chimie ou en physique et tout se passe bien. Et du coup, ça nous donne que u de x et de y est égal maintenant à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de s, que je peux faire sortir du signe intégral puisqu'on intègre à l'intérieur par rapport à d oméga. Donc la fonction f de s est une constante par rapport à oméga. On peut la sortir. Et on a une intégrale à l'intérieur qui est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de exponentielle de moins valeur absolue de y, exponentielle moins i oméga x moins s d oméga ds ici. Voilà, juste pour aller voir ici, l'exponentielle i oméga,
Là, il y a un moins devant le x, là, il y a un s, donc ça fait s moins x. Et il y a un moins ici. Voilà. On retrouve bien tous nos petits. Ouais, ça m'a l'air bon, ça. Est-ce qu'on retrouve tous nos petits? Ouais. Ça fait du moins x et du plus s. C'est ça, on est bon. Ok, donc ça, c'est correctement écrit. Voilà, de l'avantage de refaire ces slides au fur et à mesure. Donc, maintenant qu'on a notre intégrale écrite différemment, on va s'attaquer à ce terme-là en particulier. On voit ici qu'on a une fonction, qu'on va appeler une fonction g de x moins s et de y, et on va s'intéresser à l'intégrale à la fonction g de x, y. On va l'exprimer en fait. Donc, on oublie pour l'instant le x moins s, on va juste rebaptiser ça x. D'accord. Donc là, le exponentielle moins i oméga x moins s devient exponentielle moins i oméga x. d oméga, on s'intéresse qu'à l'intégrale intérieure. Exponentielle moins valeur absolue de oméga y. Okay. Donc c'est ça maintenant qu'on va intégrer par rapport à oméga. Ici, on voit qu'on va pouvoir couper en deux l'intégrale, puisqu'on a cette valeur absolue qu'il va falloir qu'on fasse, entre guillemets, sauter. Donc on intègre de moins l'infini à 0, pour lesquels la valeur absolue de oméga va être égale à moins oméga. Et on renomme juste le oméga en lambda pour les jeux d'écriture qui sont à venir. Mais bon, ça devient c'est juste un changement de symbole. Donc l'exponentielle moins i oméga x devient exponentielle i lambda x. d oméga devient d lambda. Et ici, pour le terme de 0 à l'infini, exponentielle moins valeur absolue de oméga y, exponentielle moins i oméga x, d oméga. J'ai peut-être oublié. Non, c'est bon. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pardon, j'ai fait deux opérations en une. Donc ça ici, c'est de moins l'infini à 0. Alors oui, bien faire gaffe. Donc là, on intègre de moins l'infini à 0, mais on fait une substitution. Le oméga devient moins lambda. Oui, c'est ça. D'où le moins qui est sorti ici, d'accord, et le moins qui a disparu ici. D'accord, ok, que je vous arnaque pas sur ces termes-là. Ok, très bien. Et maintenant, le moins ici nous autorise à intervertir l'ordre d'intégration et le transformer en plus. D'accord, donc ça devient plus intégrale de 0 à l'infini, de exponentielle moins lambda y, ici, exponentielle i lambda x, et ici, ce terme-là nous donne un exponentielle moins i lambda x, qui vient là, alors en renommant encore les variables de façon à les faire rentrer dans la même intégrale. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à former, entre guillemets, à partir d'intégrale de moins l'infini à l'infini, une seule intégrale qui va plus que de 0 à l'infini. Et on a un terme Et comme, alors juste pour voir bien les détails, comme on va de 0 à l'infini, les lambda sont positifs, et donc le exponentiel moins valeur absolue de lambda devient bien exponentielle moins lambda, ça va. Et ici, on récolte le terme positif, et là, le terme négatif qu'on a formé, en renommant. Ok, très bien. Et donc ça, on voit que ça va nous donner, alors exponentielle exponentielle i lambda x plus exponentielle moins i lambda x, donc ça c'est cos θ plus i sinus θ, plus cos θ moins i sinus θ, donc les sinus s'en vont, il ne reste plus que deux fois le cos, enfin, c'est pas des θ, c'est des lambda, pardon, c'est comme ça dans ma tête. Donc ça nous fait 2 cos lambda x, en fait, cette expression-là, et on peut sortir le 2, d'accord. Donc cette intégrale-là devient simplement 2 intégrales de 0 à l'infini, d'un exponentielle moins lambda y, cos lambda x d lambda. Il faut qu'on intègre ça. Bon, cette intégrale, elle n'a rien de très particulier, ça va s'intégrer par partie sans problème. Donc juste pour prendre l'intégrale par partie, on peut choisir de dériver par exemple l'exponentielle. Du coup, ça fait que, donc je fais la méthode des DI, exponentielle moins lambda y, quand vous le dérivez, ça fait moins y exponentielle moins lambda y, qu'on dérive par rapport à lambda. Et quand on redérive cette expression-là, ça fait y carré fois exponentielle moins lambda y. Bon, celui-là, oui, voilà. Ok, donc celui-là va nous servir, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on primitive, cos lambda x, sa primitive c'est 1 sur x sinus lambda x, et la primitive de 1 sur x sinus lambda x, c'est moins 1 sur x2 cos lambda x. Ok, donc on a formé les différentes expressions dont on a besoin, et comme d'habitude pour la méthode DI, on voit que sur cette ligne-là, on retrouve les mêmes termes que dans l'intégrale qui est là. Et donc c'est là qu'on s'arrête, c'est un des 3 critères d'arrêt de la méthode DI. Ok, donc maintenant on peut écrire que notre intégrale de départ, de 0 à l'infini, alors j'ai fait sauter le 2, on le remettra à la fin, l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins lambda y cos lambda x d lambda, donc cette ligne-là va être égale à exponentielle moins lambda y fois 1 sur x sinus lambda x, donc exponentielle moins lambda y fois 1 sur x, ça fait ce terme-là, fois sinus lambda x. Okay.
et il y a plus, et que des plus. Okay. Ensuite, ce terme-là, ça fait moins, 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 donc ça va faire un moins. Y sur x2, exponentielle moins lambda y, cos lambda x. Y sur x2, cos lambda x. Je me suis débarrassé au passage d'un exponentielle moins lambda y qui manque ici, pardon. Oui, c'est mal. Et sur cette ligne-là, on obtient du moins y2 sur x2, cos lambda x fois exponentielle moins lambda y d lambda. Et donc là, on retrouve cette expression-là. Donc ce terme-là, on le fait passer de l'autre côté. D'accord. On le fait passer de l'autre côté. Donc ça nous fait ici, une fois cette intégrale, plus y2 sur x2 fois la même intégrale. Donc ça fait 1 plus y2 sur x2 fois l'intégrale de départ. Et on va résoudre ce terme-là en se rappelant qu'il y a l'exponentielle que j'ai oublié de noter, mais qui est bien là. Donc on intègre par rapport à lambda, donc c'est en lambda qu'on substitue. Donc en 0, le sinus va faire 0, ça va être réglé. Ici, en 0, le cos va faire 1. L'exponentielle qui n'y est pas, mais qui est en fait, va faire 1 également. Donc en 0, ça nous fait un terme moins y sur x2, et qui est, comme le 0 est en bas, ça fait moins moins qui fait plus, donc ça fait y sur x2 qui est là. Et en l'infini, les termes exponentiels qui est là et celui qui devrait être là écrasent tout et font que ça fait 0 en l'infini. Donc tout ce qui nous reste de cette expression-là, c'est y sur x2. Okay. Donc pour trouver la valeur de cette intégrale, on n'a plus qu'à diviser par ce terme-là, le y sur x2. Donc ça nous fait y sur x2 facteur de 1 plus y2 sur x2. On distribue le x2 à l'intérieur, ça fait x2 plus y2. Donc ça fait au total y sur x2 plus y2 égale à cette intégrale-là. D'accord. Voilà, bah c'est bien, on s'est pas trop mal débrouillé de tout ça. Donc si on regarde bien ici maintenant, on revient à l'expression de u de x et y qu'on avait obtenue juste avant. Elle était égale à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de s, fois intégrale de moins l'infini à l'infini de exponentielle moins valeur absolue de oméga y, exponentielle moins i oméga x moins s d oméga ds. Et donc ça, c'est pas g de x y, c'est g de x moins s y. Et on remplace dans cette expression-là le x carré par x moins s au carré, et ça nous substitue comme il faut. D'accord. Et il y a le facteur 2 que j'avais enlevé quand j'ai fait cette intégrale-là. Il y a un facteur 2 qui apparaissait quand on a ramené le moins l'infini à l'infini à 0 à l'infini. Donc ça nous fait ce 2 qui est là. Donc ça fait 2y sur x moins s au carré plus y2. C'est ce terme-là, c'est bien ce terme-là. D'accord. Le f de s, il reste f de s, et il y a tout ça à intégrer suivant ds. Voilà, il y a quelques petites simplifications qu'on peut faire. Le 2 et le 2, là, vont se simplifier gentiment. On peut sortir le y de l'intégrale, puisque on intègre suivant ds, donc il n'est pas concerné, c'est une constante. Et donc au total, on a u de x et y est égal à y sur pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f de s sur x moins s carré plus y carré ds. Okay, donc cette solution-là, elle s'appelle l'intégrale de Poisson pour le demi-plan. Donc on a obtenu une solution, pour le coup, qui est moins contraignante en fait que de passer, si on va directement à cette solution-là, c'est moins contraignant que la transformée de Fourier, comme on a souvent quand on arrive à avoir des formules analytiques, disons, où il n'y a plus de transformée de Fourier qui apparaissent. On a des choses qui sont valides de façon plus large que simplement la transformée de Fourier, même une fonction qui n'aurait pas de transformée de Fourier, pourvu qu'elle soit lisse par morceaux, et qu'elle soit bornée de 0 à l'infini, cette fonction-là va fonctionner. Par exemple, une fonction constante, ça marche là-dedans, il n'y a pas de problème, alors qu'il n'y a pas de transformée de Fourier correspondante utilisable, telle qu'on a vu les choses pour l'instant. Ok, prenons un exemple sur la base de ce qu'on vient de voir. Donc on va résoudre pour x compris entre moins l'infini et l'infini pour les y positifs, du sur dx2 plus du sur dy2 égale 0. On va se fixer que u de x est de 0, qui est égal à f de x, va être égal à t0 entre moins a et a, donc pour valeur absolue de x inférieure à a, et égal à 0 pour valeur absolue de x supérieure à a. Okay. Et on impose toujours que u soit borné à l'infini. Donc d'après la relation de Poisson, la solution u de x et de y est égale à donc y. Donc t0 c'est une constante qu'on peut sortir de l'intégrale sur pi. L'intégrale de moins l'infini à l'infini devient intégrale de moins a à a, parce qu'en dehors de ces bornes, ça fait 0 et ça écrase tout ce qu'il y a dans l'intégrale, pour le terme f qui est en haut. D'accord. Et comme on a sorti le t0 qui était là, donc il ne reste plus que le ds en fait en haut, sur x moins s carré plus y carré. Donc il va falloir qu'on intègre ça. Ça sent l'arc tangente à planer cette affaire-là, on va juste écrire un peu les choses. On factorise par y carré l'expression qui est ici. Et on voit que ça nous donne x moins s au carré sur y carré, qu'on réécrit x moins s sur y le tout au carré plus 1. Donc ça nous donne comme changement de variable très clair qu'on va poser u égale x moins s. Alors je ne sais plus si c'est u que j'ai pris parce que ce serait un peu malheureux, mais bon.
x moins s sur y égale la nouvelle variable, j'ai pris v, ouais, c'est bien. Donc on prend v égale x moins s sur y, pardon. Ça fait dv, attention on intègre par rapport à s, donc la dérivée de x moins s sur y par rapport à s, c'est moins 1 sur y fois ds, donc ça fait moins ds sur y, pour obtenir le dv. Donc ds sur y, on l'a. Le moins, il va falloir le rajouter parce qu'on ne l'a pas. Et donc il va y avoir un ds sur y qui va devenir dv, et le y restant va se simplifier avec celui-là. Donc au total, ce qu'on a, c'est du moins t0 sur pi, donc ce moins-là, c'est le moins du ds qui est sorti, de dv sur v carré plus 1, donc là on a notre arctangente qui nous attend, et il faut transformer les bornes aussi, hein, donc là ça pose pas de problème particulier. La borne du bas, c'est x moins moins, donc c'est-à-dire x plus a sur y, et en haut c'est x moins a sur y. On va pouvoir intervertir les bornes avec le signe moins, et ensuite, donc là c'est fait, hein, j'ai interverti les bornes, et puis on se rappelle par ailleurs que la primitive de 1 sur v carré plus 1, c'est arctangente de v, pas de u. Pardon, je vais un peu vite. J'espère que ça ne vous perturbera pas que là c'est un v et pas un u. Ok, et donc on obtient hein, que la primitive de 1 sur v carré plus 1, c'est arctangente de v. Ok, donc ça c'est notre solution, on peut la travailler un tout petit peu pour la rendre un peu plus jolie. Donc ça fait t0 sur pi, arctangente de x plus a sur y, moins arctangente de x moins a sur y. Alors là, il y a des relations de trigo qu'on connaît rarement par cœur, enfin moi en tout cas j'ai été potassé pour la retrouver. Je ne vais pas vous la démontrer, c'est pas du tout au programme, mais en fait on a cette relation qui est arctangente de x plus arctangente de y égale arctangente de x plus y sur 1 moins xy. Ok, alors regardons bien, juste en se rappelant que l'arctangente est une fonction impaire, donc on peut faire rentrer le moins à l'intérieur ici, et ce qu'on obtient dans ce cas-là, c'est qu'on a arctangente de x plus a sur y, plus arctangente de moins x moins a sur y. Et donc on peut appliquer cette relation-là, parce qu'on a bien la somme de deux arctangentes, telle qu'on l'a ici. Donc voilà, ce que j'ai dit, je l'ai écrit là, explicitement. Et si maintenant on forme ce résultat-là, ça fait x plus y, qui nous donne donc x plus a moins x, donc le x moins x fait 0, a plus a fait 2a, d'accord. Et on a en bas, alors attendez, oui c'est ça, le tout sur 1 moins x fois y, pardon, donc le x plus y qui est là, oui c'est ça, donc, et j'ai pas mis les étapes intermédiaires, du coup je suis obligé de ramer un tout petit peu en vous le disant. 1 moins x fois y, ouais bon tous les calculs sont faits, ça donne ça, je suis un peu fatigué. On peut juste essayer de le faire de tête quand même. Ça fait le x fois y, ça fait a moins x fois x plus a. Donc ça nous fait le terme en x2 moins a2 qui est là. Il y a un signe moins qui traîne devant qui fait que c'est bien x2 moins a2 et pas a2 moins x2. Le y fois y au dénominateur nous fait un y2 qui va remonter. Il y a des choses qui simplifient un peu. Donc au total, ce qu'on obtient, c'est 2ay sur x2 plus y2 moins a2. Quand vous faites l'opération qui est là, en prenant comme x plus a sur y, et comme y, a moins x sur y. Bon, voilà. Donc moralement, on a vu des petits bouts, là, je ne vous ai pas tout mis, c'est vraiment de l'arithmétique élémentaire. J'ai pas mis les étapes intermédiaires, du coup. Et du coup, l'improviser, là, comme ça, c'est casse-pied. Bon, pose pas de problème, mais... Et donc ce qu'on obtient du coup, c'est que on va avoir des isothermes si on prend que c'est un problème thermique qu'on est en train de résoudre, à savoir l'état stationnaire du coup, puisque c'est l'équation de Laplace qu'on résout. Ça peut être l'état stationnaire de la diffusion de la chaleur ou l'état stationnaire de la diffusion de la matière, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça nous donne que comme isotherme, ce sera tel que l'argument de l'arctangente sera constant, c'est-à-dire qu'on est 2ay égale x2 plus y2 moins a2. D'accord. Ensuite, on peut faire passer le A2 de l'autre côté et ramener le 2AY ici. Ça fait x2 plus y2 moins 2AY égale A2. D'accord. Et si vous tracez les lignes correspondantes, vous obtenez ces courbes bleues qui sont là, d'accord, qui sont en fait toutes des cercles. Alors certains cercles, alors c'est un peu pourri parce qu'en fait j'ai utilisé les racines de ce polynôme. Quand on fait ça, on se retrouve avec des demi-cercles qui sont coupés là et là pour les valeurs positives du paramètre k, disons. Et à gauche, vous avez des cercles qui sont ici, en fait. Comme ça. Donc là c'est plus joli. Une fois que vous avez basculé du côté des k positifs, ça vous fait des trucs un peu moches où ça coupe un peu avant. Et j'ai pas voulu trop me battre avec mon tracé de courbe, donc voilà.
Bon voilà, après bon ça c'est une solution vraiment très traditionnelle qu'on trouve très souvent dans les bouquins sur les équations dérivées partielles, parce que c'est un bel exemple qu'on arrive à tracer tout ça, donc c'est bien. Voilà. Ok, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là, hein. On a résolu donc l'équation de Laplace pour un demi-plan dans le cas où en fait on impose. Alors si on raisonne un tout petit peu sur ce qu'on est en train de dire quand même, en raisonnant sur un terme de température, on est en train de dire que la température vaut 0 partout ici jusqu'en A et jusqu'à moins A où elle vaut T0. Et là ça repasse à 0 et ça nous donne des isothermes à partir de ce point qui ont la forme de ces cercles-là, qui vont aller en s'élargissant de plus en plus. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à un dernier problème pour aujourd'hui, qui est une bande semi-infinie. On va voir que ça va se traiter assez rapidement. Cette fois-ci, comme c'est une bande, elle va avoir une largeur finie en x, suivant x cette fois-ci. Donc on va prendre x compris entre 0 et a. Et pour y, on va aller de 0 à l'infini. Et le problème qu'on résout, c'est toujours Laplacien de u égale à 0. Et comme condition limite, on va imposer en y égale à 0 que du sur dy est égal à 0. Et suivant x, on va imposer que u de 0 et de y égale 0, et u de a de y est égal à f de y qu'on ne précise pas. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que on a un domaine qui est semi-infini suivant y. Donc on va prendre une transformée de Fourier suivant y cette fois-ci. En revanche, comme le domaine, lui, pour le coup, est fini suivant x, ça nous ferait une résolution suivant x en série de Fourier, en réalité, si on allait par là. Mais comme on a des conditions de Neumann suivant y, ça nous impose de prendre une transformée en cosinus. D'accord. Donc c'est parti, on se rappelle juste que la propriété de la transformée en cosinus de d2u sur dy2, c'est que ça devient égal à moins oméga 2 transformé de u, moins 2 sur pi du sur dy, en x et en 0. Okay. Il se trouve que du sur dy en x et en 0 est subtilement pris égal à 0, donc ce terme-là disparaît. Et du coup, l'équation en dérivée partielle devient une équation différentielle, où on a pour le terme en u, rien de changé, d2 sur dx2 de la transformée de u, moins, et ce terme-là devient juste moins oméga 2 transformé de u, égale à 0. Donc ça, c'est une équation qui ne pose pas de problème particulier, et les conditions limites, suivant x, deviennent la transformée de Fourier de 0, qui est toujours 0, et la transformée de Fourier de f, qui est f pour x égale à a et y égale à oméga maintenant. Ok, donc on a fait ça. Cette équation-là, on peut trouver des solutions, soit en exponentielle, soit en cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. On va prendre cette dernière approche. Donc on va dire que la solution générale de l'équation différentielle qu'on obtient va être que la transformée de Fourier de u va être a de oméga à trouver fois cos hyperbolique de oméga x plus b de oméga à trouver fois sinus hyperbolique de oméga x. Okay. Et maintenant, parce que c'est la bonne présentation pour ce type de conditions limites, ce qu'on voit c'est que u de 0 et de y doit être égal à 0. Donc u de 0, donc sinus hyperbolique de 0 ça fait 0, donc ce terme-là disparaît en 0. Cos hyperbolique de 0 fait 1, donc ça fait a de oméga égale à 0, donc ça c'est réglé. Pardon, c'est là que ça se passe, pardon, mais pour le coup il n'y a pas de différence pour l'instant. Et en x égale à a, ça nous fait donc, ce terme-là ayant disparu, que b de oméga fois sinus hyperbolique de oméga fois a doit être égal à la transformée de Fourier de f. Et donc b de oméga doit être égal à la transformée de Fourier de f sur sinus hyperbolique de oméga fois a. Voilà. Donc on obtient ça, b de oméga égale transformée de Fourier de f sur sin h de oméga a. Ok, au total ça nous fait que la transformée de Fourier de u suivant x, enfin de x de oméga est égale à la transformée de Fourier de f sur sinus hyperbolique de oméga fois sinus hyperbolique de oméga x, qui est le terme qui est là, d'accord, qu'on a reconstitué ici. Et pour trouver u, il faudrait prendre la transformée de Fourier inverse. C'est une transformée de Fourier en cosinus, donc la solution s'écrira u de x et y égale l'intégrale de 0 à l'infini de la transformée de Fourier de f sur sinus hyperbolique de oméga a fois sinus hyperbolique de oméga x fois cos oméga y d oméga, parce qu'on se rappelle qu'on avait pris la transformée de Fourier en cosinus suivant y, donc c'est bien cos oméga y par rapport à qui on doit intégrer ici. Et voilà, ça clôt le sujet du jour, donc c'est allé assez vite. On a vu deux petites situations, enfin une qui n'est pas si petite que ça, qui nous a redonné l'équation de l'intégrale de Poisson, qui est une intégrale très importante dans plein d'applications variées. Et puis un exemple de traitement d'une bande semi-infinie. Voilà, il y a des situations plus tordues, peut-être que je donnerai des exemples par la suite, mais pour l'instant on va quand même se focuser sur avancer le cours.
Et puis si j'en trouve le temps, on prendra un peu des exemples supplémentaires. Voilà, ça clôt momentanément ce que j'avais à dire sur la transformée de Fourier. Je pense que le prochain cours sera sur la transformation de Laplace. Donc on introduira la transformation de Laplace. Ce sera assez facile parce que on a déjà appris plein de trucs avec la transformation de Fourier qui vont se retrouver mutatis mutandis dans le cas de la transformée de Laplace. Et puis après on verra comment on appliquera ça à la résolution des EDP. Et on parlera aussi un peu d'équations différentielles ordinaires tant qu'à faire, puisque c'est toujours un peu ça qui est un peu la première raison d'introduction des équations de Laplace. Et c'est à ça qu'on aboutira de toute façon. Voilà, sur ces belles perspectives, je vous souhaite une très bonne fin de matinée, de journée, de soirée, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Au revoir.